Hello mes amis, ici Pauline Léniaud et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Mon objectif est de vous faire découvrir ou redécouvrir une personnalité remarquable, ses moments de doute, ses grandes décisions ou réflexions, afin de vous faire bénéficier de son expérience et de vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Pour revenir à mon invité du jour, il s'agit d'Apollonia Poilâne, dirigeante de la célèbre maison éponyme. Vous pourrez retrouver Poilâne sur à peu près tous les réseaux sociaux, en particulier Instagram où ils sont très actifs. Et puis si vous voulez retrouver Apollonia directement, eh bien elle est essentiellement présente sur LinkedIn. N'hésitez pas à la saluer si l'épisode vous a plu. Je vous mets en tout cas tous les liens dans les notes du podcast. Pour tout vous dire, Apollonia et moi, on se connaît depuis qu'on est toute petite. Mais bizarrement, la vie a fait qu'on ne se connaissait sans vraiment se connaître. Et c'est en grande partie pour ça que j'étais aussi impatiente d'enregistrer cet épisode avec elle. Parce que Apollonia a un parcours qui rend vraiment humble. À 18 ans, ses deux parents décèdent accidentellement. Elle se retrouve à prendre la tête de la maison familiale, qui emploie quand même à l'époque déjà, je crois, plus de 100 personnes, pour faire suite à la direction de son papa Lionel. Dans cet épisode, elle nous parlera bien sûr de ce moment terrible où elle est devenue chef d'entreprise, mais aussi de sa passion pour son métier. Elle qui se décrit comme boulangère et chef d'entreprise. Elle nous parle de la difficulté de trouver un équilibre entre innovation et respect des savoir-faire, ou encore de la différence fondamentale entre grandir et grossir, c'est-à-dire selon ses mots, la tension entre artisanat et développement. Durant l'épisode, vous verrez qu'on a été interrompu par une arrivée impromptue de biscuits et celle aussi de son petit chiot Rascal qui était tout mignon, et j'ai voulu garder ça pour vous montrer la vraie vie d'Apollonia. Enfin, pour terminer, on évoque à la fin de l'épisode son tout nouvel ouvrage qui vous expliquera notamment comment réaliser un pain Poilâne de chez vous, le gros secret enfin révélé. Je vous mets tout ça et le lien dans les notes de l'épisode. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Apollonia Poilâne. Je hais l'administratif. Oui, moi aussi. Et comme moi, à peu près tous les entrepreneurs que j'ai pu croiser dans ma vie d'ailleurs. C'est pourquoi je suis ravie de vous présenter mon sponsor, Conto. Q-O-N-T-O. Avec Conto, fini les formalités à rallonge, vous lancez votre société, il s'occupe des formalités. Statut, publication de l'annonce légale, création de votre micro-entreprise ou SAS, tout ce qu'on déteste. En 2 temps, 3 mouvements, c'est fait. Et vous, pendant ce temps, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Quand j'ai créé Gemio, Conto n'existait pas. Et après avoir galéré des heures sur une plateforme soi-disant géniale qui buguait tout le temps dans tous les sens, vous savez de quoi je parle, j'ai dû aller déposer mon dossier en physique au greffe de Paris. Quelle perte de temps! Chers amis, ne faites pas comme moi à l'époque et profitez de leur offre tout spécialement pensée pour les entrepreneurs ou indépendants. Conto vous gère gratuitement votre création d'entreprise. Seuls les frais légaux restent à votre charge. Une fois votre entreprise créée, vous avez également 3 mois de compte pro offerts avec le code Pauline 2025. Bonjour Apollonia, bienvenue sur Le Gratin. Bonjour Pauline. Je suis ravie de t'accueillir. Je suis ravie de t'accueillir surtout chez toi et de découvrir cet univers qui est assez fascinant de la maison Poilâne. Donc merci de me recevoir dans ce très très beau bureau. Si ça te va, Apollonia, pour les personnes qui te connaissent pas, qui ne connaissent pas la maison Poilâne, ce que je te propose, c'est de commencer par le début. Je veux bien que tu commences par me raconter rapidement l'histoire de la maison, en fait, ce qu'a construit ton grand-père et en fait aussi, on va dire la différenciation, si je parle en termes un peu marketing, mais vraiment ce qui a fait la gloire de Poilâne. Et puis ensuite, après, on rentrera un petit peu plus dans le vif du sujet. Entendu. Alors, Poilâne, c'est l'entreprise de ma famille. En 1932, mon grand-père, Pierre, s'installe aux 8 rues du Cherche-Midi. On est au cœur de Saint-Germain-des-Prés, un quartier où il y a des artistes, où il y a des artisans. Si tu regardes les commerces qui étaient dans cette rue, c'était des ébénistes. C'était la rue s'appelait d'ailleurs la rue de la Vieille Tuilerie parce que en fait tout ce quartier post-Révolution française devient un quartier d'artisans en quasi-périphérie de ville pour alimenter la construction du Paris que l'on connaît aujourd'hui. Donc 1932, mon grand-père s'installe ici. Il a travaillé un peu partout en France après son apprentissage en boulangerie. C'est sa première boutique. Et il décide de faire du pain comme lui avait connu dans son enfance en Normandie pour se différencier. À l'époque, et particulièrement à Paris, on voulait du pain blanc parce que ça faisait riche. Ouais. Et on voulait du petit pain
des baguettes, parce que on pouvait se permettre d'avoir ce pain-là. Et mon grand-père a trouvé son public dans un quartier où les gens avaient besoin de se nourrir, de pouvoir tenir pendant l'ensemble de leur journée de travail, et puis ne pas gâcher le pain. Parce que notre pain se garde 5-6 jours, et du coup, il nourrit vraiment nos clients. Mon grand-père construit sa petite réputation, Saint-Germain-des-Prés se développe. Dans les années 70, c'est mon père qui reprend. Il prend le flambeau à l'époque où mon grand-père a un souci de santé et mon père répond présent. Il se marie quelques années plus tard à ma maman qui est une Américaine et ceci ne fait qu'entraîner un cercle vertueux initié par mon grand-père, une ouverture sur le monde, faire redécouvrir aux Parisiens et au-delà un pain qui se garde, un pain qui nourrit. Et moi, j'ai pris la suite de mes parents en 2002, lorsqu'ils décèdent malencontreusement dans un accident d'hélicoptère à l'automne de cette année-là. Alors justement, je voulais évidemment en parler parce qu'en fait, on le comprend, cette histoire, c'est vraiment une histoire de famille, c'est une histoire de passion de famille. Et ce que je trouve absolument extraordinaire dans cette histoire, c'est donc que ton grand-père crée l'entreprise, elle est ensuite reprise par ton père, et ensuite par toi, mais à un très jeune âge. Si ça te dérange pas, je peux imaginer que c'est un peu douloureux encore, mais est-ce que tu pourrais nous parler effectivement des circonstances? Et surtout, en fait, ce qui m'intéresse, c'est la décision que tu as prise à un moment donné, alors que tu avais, si je me trompe pas, 18 ans, de prendre la direction d'une entreprise qui était déjà une entreprise florissante. Moi, je m'imagine à 18 ans, mais j'étais incapable de faire ça. Enfin, franchement, la présence d'esprit, la confiance en soi et aussi tout simplement l'abnégation de vouloir se lancer dans un métier d'entrepreneur aussi difficile à cet âge-là, je trouve ça tout simplement admirable. Donc je voulais, si ça te va, revenir un peu sur ce moment et que tu me dises tout ce qui s'est passé à ce moment-là dans ta tête. Pourquoi tu as pris cette décision? Évidemment, c'est un sujet qui n'est absolument pas tabou. Bien sûr que c'est émotionnel, on parle de ma famille. On est à l'automne 2002, j'ai le bac en poche, je fais une année off avant d'aller à l'université et je travaille au Fournil. J'avais commencé mon apprentissage quand j'avais 16 ans, à l'aune des week-ends prolongés du mois de mai, et l'idée c'était un jour je reprendrais l'entreprise familiale. Donc, tu avais quand même déjà cette idée en tête. Absolument. Mais vraiment, en fait, depuis mon plus jeune âge, parce que je grandis dans une entreprise familiale. Il y a eu mon grand-père, il y a eu mon père. Et depuis toute petite, baignée dans cet univers qui était non seulement familier, mais qui m'était doux, qui m'était nourricier, il y avait une certaine forme d'évidence à ce que je prendrais la suite de mon père. J'avais dirigé mes études dans cette optique. En fin octobre 2002, littéralement, le matin, je viens travailler au Fournil chaque matin pour finir mon apprentissage en boulangerie, en vue ensuite de faire mon cycle des études aux États-Unis et de reprendre petit à petit, d'avoir une forme de transmission entre mon père et moi avant de passer donc à la 3e génération. Mes parents décèdent le 31 octobre 2002. Et là, face à un accident où il était assez évident que mes parents ne survivaient pas au crash de leur aéronef, l'évidence, à nouveau, que c'était moi qui prenais la suite. Les choses qui m'ont traversé l'esprit à ce moment-là, c'est, et là, je sais peut-être pas exactement sur le moment ou sur l'instant, mais en tout cas dans le moment, c'était c'est moi qui prends la suite puisque c'était ce qui était prévu. J'ai une connaissance de cette entreprise intime mais complète parce que j'ai vu mon père travailler, parce que mon père m'a transmis l'amour qu'il avait non seulement de son métier mais de tout ce qu'il avait fait pour développer cette entreprise. Et puis il y a les collaborateurs qui connaissaient mon père mais qui me connaissaient moi, qui m'avait vu grandir, qui m'avait appris à compter, qui m'avait appris les différentes arcanes des métiers qui composent l'entreprise. Et ce sont, je pense, l'accumulation de toutes ces petites choses qui font que, à nouveau, une évidence, prendre la suite de mes parents plutôt que, par exemple, prendre un DG pour me donner le temps de faire mes études. Et puis, je pense que c'est vraiment important de le souligner, une chouette équipe. Mon père avait construit une équipe
d'hommes et de femmes qui ont su travailler avec lui à l'époque et qui m'ont fait confiance et avec lesquels je continue de travailler encore pour certains, pour qu'on puisse relever le défi, parce que à l'époque, je ne me rendais pas complètement compte, mais effectivement, dans les années qui ont suivi, j'ai compris que oui, en fait, il y avait beaucoup d'évidence pour moi, mais en définitive et en rétrospective, Poilane 100 fois aurait pu fermer, mais j'avais cette connaissance, j'avais une équipe et on avait aussi la confiance de nos clients. Et ça, je pense, c'est ce qui nous a aidé à traverser cette épreuve. C'est ce qui m'a aidé derrière à prendre 4 années à faire des allers-retours entre Paris et Boston pour faire mes études universitaires. J'ai pu le faire aussi parce que j'ai choisi un cursus en économie et que les études aux États-Unis permettent et valorisent vraiment le travail et le temps qu'on prend en dehors de ces études pour nous épanouir, que ce soit dans un sport, dans une activité périscolaire, etc., etc. Écoute, c'est assez incroyable comme histoire, et un des points que je trouve évidemment très intéressant, c'est le leadership dont tu as fait preuve quand même. Alors, je comprends que c'était une évidence pour toi, mais je pense que pour beaucoup de personnes autour de toi, ça n'était pas une évidence. Et donc, je voulais, si ça te va, que tu me parles peut-être un petit peu de cette période-là et des premiers mois. Comment ça s'est passé? D'autant plus que je comprends que tu avais ces allers-retours à gérer entre Boston, où tu faisais tes études, et Paris, où tu travaillais. Et donc, si tu peux me dire, quand on arrive à 18 ans, à la tête d'une boîte, ce qui n'était absolument pas prévu il y a encore quelques mois à peine, ou quelques jours à peine, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on s'y prend? Qu'est-ce que tu as fait concrètement pour prendre les rênes? Avec douceur, j'imagine aussi, parce que la période était quand même particulièrement difficile suite au décès de tes parents, mais en même temps, pour prendre ta place, montrer que tu étais la bonne personne. Alors, je pense qu'il y a plusieurs aspects à ta question. Et le premier, c'est... Alors, pour positionner la chronologie, on est à l'automne 2002. J'ai 10 mois devant moi avant d'aller à l'université. J'ai eu 6-10 mois devant moi pour décider qu'est-ce que je fais de mon admission à Harvard. Parce que mes parents viennent de décéder, j'ai tout un tas de trucs à faire. Et pour le coup, l'organisation en France de la succession, surtout à l'époque, était faite de sorte qu'en fait, t'as pas vraiment une minute à toi. Ouais. J'avais vraiment la chance de connaître les conseils de mes parents, les collaborateurs de mes parents. Donc ensemble, en fait, on était très... vraiment, on dirigeait notre énergie sur comment est-ce que au quotidien, on continue de fonctionner de façon... classique avec un nouveau dirigeant et on prend nos marques et on apprend à se parler et on organise le quotidien, et en même temps on a une succession à organiser, et puis je suis pas toute seule, j'ai une petite sœur, elle avait à peine 16 ans à l'époque, donc voilà, donc tout ça s'est organisé, et je pense qu'en fait ça remplissait très bien nos journées, de sorte qu'il n'y avait pas de temps pour réfléchir à autre chose. Donc une autre façon de dire les choses, ou de le résumer en 2 secondes 30, c'est... T'as pas réfléchi. Non mais tu montes sur ton vélo et t'as la tête dans le guidon et tu fonces. Voilà. Ouais. Et là, tu te poses pas de questions, t'es dans le peloton et t'avances. Bon. Ouais. Ensuite, t'as une deuxième phase. 4 ans où je fais des allers-retours entre Paris et Boston. Je rentre entre 4 et 6-7 semaines pour faire des réunions qui requièrent ma présence. Mais sinon, en dehors des périodes de longs week-ends, de vacances scolaires ou d'été, je passais mon temps sur le campus de l'université, et la façon dont j'organisais mon temps était très très simple. Je me réveillais avant les autres, je m'occupais du quotidien qui requérait mon input sur Poilane, j'allais en cours. Là, il était trop tard pour appeler la France globalement, donc passer la mi-journée, j'avais en gros tout le reste de la journée pour avancer sur tous les sujets Poilane, mais aussi faire mes devoirs. Et ensuite, très tard le soir, ou en tout cas suffisamment tard pour que ce soit tôt à Paris, j'appelais mon responsable de production, et avant de me coucher, je savais quelle était la qualité du pain qui avait été fabriqué dans mes fournis à Paris. Et à Londres, puisque on est à Londres depuis 20 ans. Est-ce qu'à un moment, Apollonia, à cette période, ou peut-être plus tard d'ailleurs, tu te dis, mais en fait... Est-ce que je suis la bonne personne? Et c'est pas du tout pour remettre en cause, au contraire, ta légitimité, mais je peux imaginer, en essayant de me mettre à ta place, que même si tu as ce background dans la boulangerie, que tu as vu ton père construire et ton grand-père également, mais à un moment donné, c'est tellement de pression, c'est tellement
beaucoup de choses à faire. Enfin, quand tu me décris ta journée-là, je me dis, ça, à 18 ans, avoir à le gérer, avoir autant de responsabilités, c'est vraiment très dur. Et donc, ma question, assez simplement, c'est est-ce qu'à un moment, tu as eu des doutes une fois que tu avais pris la décision et si oui, est-ce que tu peux m'en parler et me dire comment est-ce que tu as fait pour les surmonter? Alors, les premières difficultés, les premiers moments où j'ai pu avoir des doutes, paradoxalement, c'était est-ce que je vais être capable de continuer mon cycle d'études? Je suis partie avec une idée en tête de mon emploi du temps. Après, ça s'est confronté à la réalité du terrain. Le campus, les horaires, s'adapter, se faire des copains, machin bidule. Et là, franchement, il y a eu un paquet de semaines où j'étais fatiguée, où c'était pas... où je confrontais les idées, les envies avec la réalité de terrain. Et là, je me suis dit, est-ce que je continue? Bon, là, il y a eu un peu de persévérance. Quelques copains qui ont été dire, mais non, c'est trop cool, essaye, continue. Et qui ont été vraiment porteurs pour me dire, on tente. Et à un moment donné, voilà, je suis passée de l'autre côté enfin, j'ai dépassé en tout cas cette problématique-là, cet obstacle. Et donc, du coup, j'y suis arrivée. Après, je pense que ta question, elle est plus globale. Ça fera 18 ans cet automne que j'ai pris la suite de mes parents. Et pour moi, autant j'ai toujours su et que je serai à la tête de Poilâne, autant j'ai pas trop de problème à me remettre en cause sur ma direction de l'entreprise. Mais ce qui m'intéresse encore plus, c'est nourrir mon projet et m'assurer que je suis à la hauteur du projet. Et de construire mon équipe pour atteindre mes objectifs. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est plus ça qui m'importe. J'ai su assez jeune que je voulais prendre la suite de mes parents, mais je me suis jamais sentie obligée d'être à la tête de Poilâne. Et c'est même pas un sujet tabou entre ma sœur et moi parce que on est très clairs toutes les deux sur le fait que on aime notre métier, mais on aime parce qu'il nous nourrit. Et le jour où il ne nous nourrira plus, métaphoriquement parlant, là, ça sera le moment d'arrêter. De passer la main, de partager, de passer à autre chose, bref. Voilà. Exactement. Justement, aujourd'hui, tes missions concrètement chez Poilâne, c'est quoi? Est-ce que tu pourrais me décrire peut-être de façon un peu globale qu'est-ce qui t'anime et qu'est-ce que tu fais au quotidien? Et puis la question subsidiaire, j'aime bien poser plein de questions en même temps, c'est est-ce que tu pourrais me décrire un peu une journée type ou à quoi ressemble la plupart de tes journées, si tu veux, quand tu es chez Poilâne? Ouais. Je pense que alors j'ai pas forcément une journée type, mais j'ai quelques rituels quotidiens qui sont assez évocateurs des différents métiers au sein de ma responsabilité de chef d'entreprise. Je me lève tôt par nature, mais aussi parce que c'est mon métier. Quand tu dis tôt, c'est quelle heure? En fait, c'est assez tard. Je me lève à 6h en général. Donc, c'est globalement assez tard. Ça m'arrive peut-être pour un boulanger, mais pas pour le commun des mortels. Et quand je me lève vraiment tôt, il est 3h30. Là, pour le coup, je me dis, là, c'est légitime de dire que je me lève tôt. Mais en tout cas, là où je veux en venir, c'est mes journées commencent relativement tôt avec un point sur la fabrication. La boulangerie, c'est mon métier, d'abord et avant tout. C'est ce que je sais faire de mes mains. Et c'est ce qui... Donc le produit, quoi. Le vraiment. produit, absolument. Le pain, et je suis moins compétente en pâtisserie parce que c'est une formation que je poursuis depuis plusieurs années en passant du temps le samedi matin au Fournil. J'ai pas la même dextérité que mes pâtissiers, mais j'ai mes bases et elles sont solides. Et mon premier geste le matin, à part le petit-déj, c'est vérifier où en est la production. Est-ce la qualité de mes pains, de mes biscuits, de mes pâtisseries boulangères, qu'elles soient vendues dans mes boutiques ou qu'elles partent de la manufacture qu'ont créée il y a 40 ans mes parents à Bièvre, en dehors de Paris. L'important pour moi, c'est, j'ai une vision sur, à Paris comme à Bièvre, à la manufacture ou à Londres, du pain qui a été fabriqué pendant la nuit et qui va être livré chez nos revendeurs ou restaurateurs ou qui va être vendu dans nos boutiques. Ça, tu vois, je me permets de t'interrompre, je trouve ça très intéressant et j'aimerais faire un petit point dessus, un petit aparté, parce que tu es quand même dirigeante d'une entreprise de plusieurs cent et quelques collaborateurs, on est 160 compagnons et collaborateurs. Voilà, c'est ça, donc 160 collaborateurs.
Et en fait, quotidiennement, tu continues à faire une forme de contrôle qualité, si je puis dire, 100%. C'est-à-dire vérifier la qualité de ce que produit ta maison. Absolument. Et pour aller plus loin, c'est que si tu me cherches un samedi matin, tu me trouveras plus souvent que pas à la boulangerie rue du Cherche-Midi au Fournil, parce que j'aime bien aussi pratiquer mon métier. Ça développe mes compétences, mais ça me permet aussi de comprendre l'intérêt des saisons et l'impact des saisons sur le pain. Notre métier est un métier vraiment sensoriel et chez Poilane, c'est d'autant plus important que ce sont nos mains qui sont nos outils et ce sont nos 5 sens qui savent ajuster une production dont on connaît les grandes lignes, les étapes, les temps, mais qu'on doit sans cesse adapter aux conditions de saison, aux conditions du jour. Tu travailles pas la pâte de la même façon un jour où il fait très chaud, très sec, qu'un jour où il fait froid et humide, ou froid et sec. Et tes repères ne sont pas les mêmes quand tu arrives à la période des moissons que quand ton blé aura quasiment une année de silo. Donc c'est toutes ces choses-là qui sont mon point de départ. Et puis ensuite, parce que je dirige une équipe qui elle-même a la responsabilité de compagnons et collaborateurs en fabrication, que ce soit pain, biscuits, pâtisserie, boulangère, ou bien à la vente, dans nos boutiques, nos chauffeurs-livreurs qui livrent Paris et la région, et puis bien sûr les services support, parce qu'il faut quand même administrer tout ça. Donc ma journée, passer ces moments rituels de contrôle qualité, pour reprendre tes mots, et c'est bien ça, ça va être une succession à la fois de points internes pour construire les projets, de rencontres, de travail aussi derrière un papier, un crayon, un ordinateur, ou tout simplement des rencontres qui vont construire le Poilane de demain. Je trouve ça hyper intéressant et une fois de plus, je m'appesantis un petit peu dessus, mais en fait, je pense que souvent quand on devient dirigeant d'entreprise ou entrepreneur, on perd de vue le produit parce qu'en fait, on est tellement dans la croissance, on est tellement dans le développement, dans tout ce que tu décris. Aussi la partie administrative, bien sûr, qui peut nous prendre un temps fou. Et donc, en fait, on oublie à un moment donné de regarder son produit au quotidien. Et quand je te visualisais comme ça, en train d'être dans la boulangerie, en train peut-être toi-même de pétrir le pain ou en tout cas de le goûter et de t'assurer que tout est conforme, en fait, je me suis dit, mais évidemment que c'est ce qu'il faut faire. Et pourtant, nous tous, en tant que dirigeants, ça n'est pas ce qu'on fait en général. Et je voulais te demander, ça, c'est quelque chose que tu as commencé à appliquer tout de suite? C'est quelque chose qui était une évidence? C'est ton père peut-être qu'il le faisait déjà? Tout ça t'est venu finalement, cette philosophie, je trouve, de continuer, si tu veux, à être vraiment sur le terrain, qui est quelque chose qu'on perd assez souvent quand on devient dirigeant d'entreprise et qu'on a aussi d'autres responsabilités. Je pense que c'est à la fois qui moi je suis en tant que personne. Moi, j'aime mettre les mains dans la pâte. J'aime goûter le pain. En dehors de la crise sanitaire que l'on connaît, on se réunit en général le matin avec l'équipe vers 8h, 8h30 et on petit déjeune ensemble. C'est en général mon deuxième petit déjeuner. On va parler de petit déjeuner, c'est une obligation. Mais c'est surtout un moment où on est reconfronté à quels sont les produits, quelle sont la qualité de ce que l'on mange, de ce que l'on fait. Au-delà de rituels, c'est le deuxième aspect de la façon dont je travaille, de ce que j'ai hérité de mon papa, de bonnes pratiques et d'organisations qui ont été mises en place par lui et peut-être pour certaines choses depuis mon grand-père. Donc mon papa, avec son maître boulanger, vérifiait la qualité du pain tous les jours et je continue de le faire 18 ans après. C'est fou et c'est assez admirable. D'autant plus que le secteur de la gastronomie, du food, c'est un secteur assez concurrentiel. En plus là, avec la crise, je peux imaginer à quel point c'est difficile. Et donc, je voulais te demander, alors pour les personnes qui nous écoutent, qui sont dans ce secteur-là, ou même des personnes qui s'intéressent à des secteurs concurrentiels aussi, comme le tien, même si vous aviez cette histoire et vous aviez quand même une différenciation importante sur le savoir-faire, si tu devais donner un conseil, si tu devais expliquer peut-être avec un facteur clé de succès, qu'est-ce qui fait que Poilane, déjà s'est développé à l'époque, mais aussi a continué, si tu veux, son envolée et continue à être un nom vraiment dans le secteur de la boulangerie du pain? Le premier conseil que je peux partager, qui m'a été transmis par mon papa, c'était d'être passionné de son métier.
lui avait été forcé de travailler dans l'entreprise quand il avait 14 ans. À l'époque, les apprentissages commençaient à cet âge-là. Et ça avait été marquant parce qu'il était à l'école, il a été déraciné d'un parcours attendu. En plus, le métier était très décrié à l'époque. C'était littéralement dit pour un métier pour les gens grands, forts et bêtes. Ouais. Bon, et pour ceux qui verront des photos sur Google de mon papa, il était ni grand, ni très fort, ni bête. Ouais, c'est sûr. Et du coup, pour lui, ça a été une véritable conquête de se dire, mais en fait, mon métier, il est beaucoup plus intéressant que ce que l'on a envie de croire, et j'ai envie de faire découvrir la beauté de mon métier au monde. Donc, par ricochet, quand ma sœur et moi sommes nés, il nous a assez naturellement bercés de cet univers et de l'amour qu'il portait pour son métier. Donc, bon, ça m'est venu assez facilement, et c'est ce qui me nourrit. Mais je pense que ce soit mon grand-père qui se dit « moi je vais faire du pain comme j'ai connu à la campagne, un pain qui nourrit, un pain qui se garde », que ce soit mon père qui cultive ce lien entre le pain et les choses et qui du coup enrichit au-delà du produit physique que l'on a, de sa dimension plus spirituelle, métaphorique, pour moi le pain c'est quelque chose qui nourrit le corps et l'esprit, et je pense que si Poilane a 88 ans aujourd'hui, c'est parce que on a nourri ce levain. Donc intrinsèquement, depuis 1932, parce qu'on prend un morceau de pâte d'une fournée que l'on met de côté pour nourrir, pour alimenter, pour faire pousser la fournée suivante, je pense que l'on nourrit quelque chose qui, de facto, alimente une forme de pérennité. Mais à la racine de ça, une passion et une envie. Nos métiers, l'agroalimentaire en général, du champ à l'assiette, sont des métiers qui sont durs, qui sont prenants. Et je pense que ça explique beaucoup des excès ou des problèmes que l'on entend et des problèmes que l'on entend dans notre métier. Mais il y a aussi des réalités de terrain. Nous, ça nous prend 6 heures pour faire une miche de pain. Bien sûr qu'il existe des machines pour couper les coins, mais il n'y en a pas aujourd'hui qui soient terriblement efficaces pour faire autre chose que couper des coins. Et à un moment donné, la question c'est quel pain tu as envie de manger. Donc nous, on fait le choix et on a une organisation de travail qui nous permet de fonctionner de cette façon-là, mais aussi parce que au travers du temps, on a construit une clientèle et on a développé à la fois la robustesse de notre maison, mais aussi de notre réputation, qui nous permet de nous organiser de la façon dont on s'organise. Et ça, c'est ce qui nourrit la pérennité, au moins en partie. Tu vois ce que ça m'évoque, ce sujet de la passion aussi de la tradition quand même, et de répéter, mais justement en améliorant certainement des rituels. C'est ce que mon père appelait la rétro-innovation. Pardon de t'interrompre, mais c'est vraiment cette idée. Parce que quand tu parles de tradition, le seul problème que j'ai avec le mot tradition, c'est l'idée de se dire on fige dans le passé. C'était ma question en fait, c'était de dire le problème de la tradition, parce que je le vois avec Poilane, il y a une tradition très forte, on voit bien quand on rentre dans le bâtiment, vous avez les anciennes affiches, etc. Mais en même temps, énormément de nouveautés que je sais parce que je te suis et que je vois bien que tu fais sans cesse des partenariats, vous avez développé à l'international. On a un site internet depuis 1997 sur lequel on vend du pain, enfin c'est quand même assez cool. C'est clair, c'est surtout dans le secteur, je pense que c'était plus à l'époque, c'était surtout effectivement assez novateur. Mais en fait, je trouve souvent assez difficile, tu vois, de faire la part des choses entre on veut être dans le savoir-faire, dans la tradition, et en même temps, on veut être dans l'innovation. Je sais pas exactement comment formuler ma question, mais du coup, ça revient certainement à ce concept de rétro-innovation. Ouais, et c'est de trouver un équilibre. C'est ça, comment tu trouves l'équilibre ? Alors, pour moi, quand je te dis l'équilibre, ce que j'aime bien avec ce mot, c'est que un équilibre, c'est par définition, et comme un hélicoptère, quelque chose qui ne tient pas tout seul si tu nourris pas cet équilibre. Donc pour moi, le mot que mon père a développé, son néologisme rétro-innovation, il visait à vraiment incarner l'idée que pour nourrir l'avenir, il faut à la fois comprendre d'où l'on vient, pourquoi est-ce qu'on fait les choses, et en même temps s'enrichir au quotidien, c'est-à-dire tous les jours, être curieux de ce qui se passe, être ouvert sur le monde et sur les choses, et mon propos est peut-être un peu large, mais volontairement, pour se dire, tiens,
cultiver sa curiosité, quoi. Voilà, cultiver sa curiosité, parce que ça peut-être que ça nourrit rien aujourd'hui, mais demain ou après-demain, ça fera peut-être une différence. Et c'est des conversations avec mon papa sur comment la personne qui a inventé le velcro a fait par biomimétisme, s'est dit tiens, dans la nature ça se passe comme ça et je vais développer un produit qui va devenir le scratch qui facilite quand même pas mal d'un vêtement ou d'outils. C'est quelque chose que du coup tu essaies de cultiver aussi, j'imagine, cette curiosité. Ma question, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont aussi cette envie, mais qui ne savent pas forcément comment s'y prendre. Est-ce que pour toi, ça passe par de la lecture, ça passe par des rencontres? Comment est-ce que tu fais justement pour te tenir informé comme tu le fais aujourd'hui? Chacun est différent et chacun, j'imagine, a sa méthode, développe sa méthode. Et puis surtout, je pense que rien n'est figé. Mais pour moi, lire et rencontrer autrui sont deux choses très, très, très importantes. Tu es dans mon bureau, il y a plein de bouquins partout qui sont méga mal rangés, mais c'est pas grave, c'est juste parce que je suis en train de remettre les choses dans ma bibliothèque. Mais j'adore les livres, j'adore rencontrer les gens et j'adore l'idée que de se nourrir, de s'alimenter de ces rencontres, que ce soit avec une page ou de découvrir des sujets. Mes parents, de ce point de vue-là, ont vraiment aiguisé notre regard avec ma sœur sur l'idée que il faut s'ouvrir au monde et aux choses. On a passé du temps, quand on était plus petite, à faire des stages dans une ferme, chez un fleuriste, dans un cabinet d'avocat. Et toutes ces expériences, toutes ces rencontres m'ont permis à la fois de façonner l'idée que ma place était à la tête de Poilâne un jour, mais aussi de développer ma sensibilité et ma curiosité. Pour créer des ponts aussi. Absolument, absolument. Une autre question que je voulais te poser, Apollonia, c'était cette notion de tension entre qualité et quantité. Vous êtes des artisans. Ça m'intéresse parce que tu sais, je suis joaillière et c'est pareil, c'est de l'artisanat, on fabrique à la main. Et vous, c'est pareil, vous fabriquez à la main. Et à un moment donné, vous avez 160 collaborateurs. En fait, tu grandis. Et c'est très difficile, je trouve, de réussir à faire ce pont, si on reste sur la thématique du pont, entre conserver la qualité. Et c'est pour ça que je reviens à cette notion de toi qui fais ton contrôle qualité tous les matins, qui continue à goûter, à mettre la main à la pâte concrètement. Et en même temps, tu veux faire développer ton entreprise, tu veux la faire croître. Je trouve que c'est très difficile comme arbitrage et c'est très difficile justement de trouver là aussi un équilibre. Ma question n'est pas très claire, pas très simple, mais est-ce que c'est une réflexion que tu as? C'est aussi un challenge pour toi de continuer à trouver cet équilibre entre respect, tu vois, du savoir-faire et puis surtout de l'artisanat, de la main à la pâte. Un petit chien qui vient de rentrer, trop chou. Et en même temps, tu vois, cette volonté de développer, de scaler, tu vois, si on utilise des mots à l'américaine. Bien sûr. La tension entre qualité et quantité, c'était même pas une devise, mais enfin, quand j'ai répondu en terminale à un pseudo questionnaire de Proust pour le yearbook de notre année de terminale, c'était une des questions, quelle est ta devise? Et puis moi, du haut de mes 18 ans, un peu bécasse, j'ai répondu qualité plutôt que quantité. D'accord. Parce que c'est la façon dont ce sont certainement les mots de mes parents, mais c'est quelque chose auquel intrinsèquement je crois. Pour Poilâne, il me semble que la qualité doit toujours prévaloir sur la quantité, et paradoxalement, pour avoir la qualité de pain que l'on a, il faut que l'on fabrique une certaine quantité de pain. C'est-à-dire que si on faisait une fournée de pain où on n'en faisait que 2, on n'aurait pas la qualité du pain que l'on aurait. Pourquoi ça ? Parce que quand tu mets le pain dans le four, il y a vraiment une conversation, c'est peut-être un trop grand mot, mais il y a quand même une interaction entre les différents pains qui sont installés et distribués dans le fond du four. On cuit toute la pâtisserie et les biscuits devant. Et ils vont pousser mieux si tu as une fournée d'une cinquantaine de miches que si tu en faisais 10, par exemple. Et donc, c'est rigolo parce que tu te dis, bien sûr, instinctivement, tout le monde veut préférer la qualité sur la quantité. C'est pas mais si en simple. Fait, l'équilibre, il est beaucoup plus complexe que ce qu'il n'y paraît de prime abord. Une autre façon de présenter les choses et
et de cultiver ce dialogue, c'est de dire est-ce qu'on a envie de grandir ou est-ce qu'on a envie de grossir. C'est pas mes mots, mais ce sont des mots que j'ai entendus. Je suis obligée de dire, on est interrompu non pas par un petit chien, mais par des biscuits. Et ça, quand même, on peut que dire oui. C'est quand même cool. Bon, vous allez nous entendre un petit peu grignoter. Oh là là. Allez, Jean Goutin, je me rappelle de ces sablés en plus que je mangeais petite. Ça, c'est les petits sablés à farine de blé. Puis tu as les biscuits farine de sarrasin. Et les biscuits plus jaunes, c'est farine de maïs. Magnifique. Donc pour moi, grandir plutôt que grossir ne sont pas mes mots, mais des mots que j'ai entendus et qui ont résonné en moi parce que mes parents m'avaient dit on préfère la qualité sur la quantité. Et une autre façon de le dire, c'est l'intention sur l'extension. Est-ce qu'à un moment donné, Apollonia, tu as pris des décisions où justement tu as privilégié la qualité à la quantité? Tu t'es dit non, là on va pas ouvrir une boutique supplémentaire, non, là on va pas ouvrir, je sais pas, Hong Kong ou je ne sais où. Absolument. Voilane, en 2020, a 88 ans. On est présent à Paris où on a 4 adresses, à Londres où on a 1 adresse. On a des revendeurs dans Paris, sa région. On livre à travers le monde, mais on n'a pas de boutique ailleurs que Paris et Londres. Et ça reflète ces choix-là. On me demande assez régulièrement si je veux pas ouvrir dans la ville X, Y ou Z. Et c'est super, j'adorerais pouvoir fabriquer mon pain partout dans le monde, mais à un moment donné, j'ai aussi conscience des réalités de mon métier. Ça prend 6 heures pour faire une miche de pain, ça prend 9 mois pour former un boulanger, ça prend 1 année pour cultiver le grain qui va être dans ta farine, mais en réalité, pour avoir ce grain-là, il y a 3 ans auparavant, entre le moment où ton agriculteur va sélectionner les variétés qui vont construire ta farine et le moment où tu vas pouvoir récolter la future, enfin le champ qui va nourrir ta farine. Je saute complètement du coq à l'âne, Apollonia, mais en fait, ces biscuits m'aguichent trop. Et tu sais, ça fait plusieurs fois que tu me tends des perches, tu me dis, le petit déjeuner, c'est un énorme sujet pour moi. En plus, je sais que dans ton nouveau livre dont on va parler, tu parles justement de ces petits déjeuners. Pourquoi le petit déjeuner est aussi important pour toi et qu'est-ce que tu manges au petit déjeuner? Alors, le petit déjeuner est très important pour moi et effectivement, je te tends des perches parce que c'est le repas de la journée qui est le plus important pour moi, que j'aime manger. Et que chacun a ses habitudes alimentaires, mais pour moi, je me lève tôt, donc j'ai besoin d'être nourrie pour pouvoir tenir jusqu'à l'heure du repas. Et ma maman étant américaine, j'ai pris des habitudes plutôt anglo-saxonnes. Donc mon petit déjeuner est plutôt bien fourni, que ce soit avec les tartines, des fruits, des céréales, ou encore un thé chaud. Et c'est vraiment un moment privilégié le matin quand tu observes le jour qui se lève, quand tu découvres les nouvelles, que tu manges une tartine de pain beurré avec de la confiture faite par des copains, que tu savoures un fruit dont tu connais les producteurs, ou j'ai visité récemment mon fournisseur de pommes, et c'est pour moi, ce sont ces moments-là auxquels le repas est le premier repas de la journée, à la fois me nourrissent, mais me rappellent à ce qui est important pour moi, nourrir les gens, physiquement et bien sûr aussi intellectuellement. Et donc tu prends un deuxième petit déjeuner au moment du contrôle. Et le deuxième petit déjeuner, c'est avec les équipes. Ça, c'était avant la crise sanitaire. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un vrai moment de convivialité, de partage, et effectivement un deuxième petit déjeuner. Je suis très contente en fait qu'on en ait parlé, parce que ce que l'audience ne sait pas forcément, c'est que j'ai toujours tendance à faire des tests de son, tu sais, au début du podcast, et à chaque fois je pose la question du petit déjeuner, parce que premièrement c'est aussi l'un de mes repas préférés, enfin même mon repas préféré, et puis d'autre part c'est une question facile où les gens ont toujours quelque chose à dire, et donc c'est une question simple, tu vois, que j'aime bien poser, et j'ai 2-3 pépites. Je crois qu'on m'a sorti parfois qu'on buvait du beurre fondu, enfin il y a eu 2-3 trucs un petit peu épiques. Donc quand t'as commencé à me parler de ça, je me suis dit, il faut que je te pose cette question. Si je la pose pas à Apollonia Poilâne, je ne sais pas à qui je vais la poser. Ouais, et alors attends, je vais te donner
non pas conseil, mais un truc, une astuce pour rendre ton petit déjeuner parfait. Parce que si tu te lèves un peu plus tôt que conjoint, partenaire, copain, et que tu fais les tartines du matin, mets 2 tartines dans un des trous du grille-pain pour qu'elles ne soient toastées que d'un côté. Et je te promets que ça va révolutionner ton petit déjeuner parce que ça garde... alors d'abord, c'est beaucoup plus moelleux, donc beaucoup plus agréable à manger, mais surtout, ça garde son moelleux plus longtemps. Donc, ce qui veut dire que tu peux te lever en moyenne 1 quart d'heure avant tout le monde et les autres profiteront de la même expérience. Écoute, challenge accepted, je tenterai ça ce week-end. T'as parlé de la crise qui évidemment vous impacte et qui impacte la vie de tout le monde, hein, bien sûr, mais aussi quand on travaille comme ça avec des équipes et qu'on est sur le terrain, il y a quand même, il faut le dire, des métiers où on ne peut pas faire du télétravail, et c'est le cas de votre métier. C'est de façon générale une période extrêmement difficile pour les entrepreneurs, même si l'entrepreneuriat, on sait qu'il y a des hauts et des bas pour tout le temps. Là, en ce moment, c'est une période qui est quand même vraiment très particulière et sur laquelle j'imagine que tu as eu besoin de puiser des ressources personnelles. Je voulais que tu me parles un petit peu de cette période et comprendre comment vous avez pris le tournant justement de la crise sanitaire actuelle, parce que je crois savoir que vous avez quand même vraiment beaucoup innové à ce moment-là, que malgré la période du confinement, vous avez lancé de nouveaux produits. Comme tu disais, vous avez déjà un site internet et tout pour vendre du pain, ce qui est quand même assez étonnant. Et je trouve que c'est intéressant parce que c'est une bonne leçon de persévérance et puis surtout de rebond face à une période où on aurait pu se dire, en fait non, il faut jeter l'éponge, c'est pas possible, en tout cas on peut rien faire. Et de s'adapter, parce que de la même façon que dans le fournil, tu vas t'adapter à la météorologie du jour, mais quand je te dis la météorologie, c'est littéralement quel temps il fait dehors. Au fournil, tu vas prendre en compte la saison, la température, l'hygrométrie. Lorsque la crise et le confinement du mois de mars est annoncé, d'abord on a une chance, c'est que on est dans un métier du quotidien des Français et aussi des Londoniens. Et donc, du coup, on peut continuer d'être ouvert. Et c'est une vraie fierté pour moi que l'on ait pu rester ouvert pendant toute la durée du confinement et servir nos clients. Pour moi, la boulangerie, c'est un métier de quartier. C'est un métier où on est au cœur d'une communauté que l'on doit nourrir. Donc, lorsque le confinement est décrété, j'ai une obsession, c'est comment est-ce que, quand les gens font l'effort de venir jusqu'à moi, comment est-ce que je peux nourrir ce moment-là, comment est-ce que je peux étendre les services proposés pour qu'ils ne viennent pas juste pour le pain. Et puis, après, c'est une histoire de rencontre et puis d'un petit peu de réflexion. Pour te donner quelques exemples, on trouvait plus d'œufs sur les rayons des commerces, mais cela dit, on avait, et on vendait un petit peu moins de pâtisserie parce que les gens étaient vraiment penchés sur le pain. Et donc, ce que je me suis dit, c'est que les poules, elles n'étaient pas vraiment très concernées par le confinement, clairement. Un de mes fournisseurs d'œufs m'avait dit, lorsque je les avais rencontrés, mais est-ce que vous voulez pas vendre les œufs? Et donc, en ayant cette conversation en tête avec eux, je leur ai dit immédiatement, ok, je les ai rappelés, je leur ai dit, est-ce que vous avez encore les boîtes à œufs? Je sais comment couper les cartons pour les rendre boîtes à œufs, mais si vous en avez encore, c'est le moment ou jamais on va pouvoir vendre des œufs. Et ce qui est rigolo, c'est que à cet automne 2020, on continue de vendre des œufs dans la boutique. Et j'ai dit, et avec mes équipes, des œufs frais, bio, etc. Des œufs frais élevés en plein air. Le producteur est en cours de certification bio. Et du coup, tu vois, ça c'est une histoire de rencontre, une histoire d'adaptation, d'ouverture, de nouveaux regards. Et puis, c'est aussi des histoires de quartier et de copains. J'ai un producteur de pommes et poires que j'adore. J'ai trouvé leur numéro et je leur ai dit, mais vous êtes d'habitude sur les marchés entre mes boulangeries du 6e et 15e. Est-ce que je peux vous commander les produits? Pareil, les pommes et les poires, elles avaient été cueillies. Donc c'était comment s'adapter à ça. Et puis donc là tout d'un coup on avait des pommes et des poires. Là je me suis surtout j'ai surtout fait le tour de mes copains qui étaient dans le quartier. Et puis avec d'autres copains du quartier encore,
on avait ce contact avec le maraîcher qui a repris l'exploitation de Joël Thibault, qui est un maraîcher qui a Carrière-sur-Seine et qui livrait beaucoup de restaurants et de chefs parisiens et dont le successeur continue le travail à la fois aux restaurateurs et qui est une référence quand même dans le secteur. Absolument. Et Val-de-Marne s'est mis à faire des paniers avec Radio Quartier et un groupe WhatsApp, on a commencé à faire des commandes de paniers de légumes et qui se poursuivent encore aujourd'hui. Et du coup, vraiment, l'idée, c'est pour moi de me dire ce qui a changé avec le confinement, c'est que ça m'a permis de rendre plus évident des choses que j'aurais adoré pouvoir faire avant, mais où j'aurais probablement pris un peu plus de temps et ça aurait demandé un peu plus d'astuces à expliquer le pourquoi du comment. Pour moi, la boulangerie, c'est un lieu de quartier, c'est un endroit du quotidien, c'est aussi le commerce que tu visites le plus souvent. Donc, alimenter ce quotidien, c'est pas seulement du pain, des biscuits, des pâtisseries boulangères, mais c'est aussi tous les métiers et produits périphériques. Et si c'est pas indiscret, la gestion interne de cette crise, parce que faire travailler des gens alors que tout le monde est confiné, j'ai vécu la même chose, nous, avec nos ateliers, c'était difficile en fait de faire passer ce message, mais en même temps, vous aviez cette mission de nourrir. Donc, je pense qu'elle portait aussi tes collaborateurs et tes compagnons. Toi, en tant que leader, quel est le message que tu as voulu véhiculer et comment l'as-tu véhiculé à tes collaborateurs pour que, justement, ça se passe du mieux possible et que les uns et les autres continuent à travailler dans les meilleures conditions? Parmi mes compagnons et collaborateurs, dans notre organisation quotidienne, et notamment en fabrication, à chaque fournil, tu as un boulanger. Donc, on a une organisation qui, intrinsèquement, est très COVID-friendly et qui a été vraiment un facteur aidant pour faire face vraiment purement en termes d'organisation au sein de l'équipe. Donc finalement, il y a eu assez peu de changements de ce point de vue-là. Des précautions en plus, d'aller plus loin. Notre métier étant un métier de l'alimentaire, on est déjà soumis à une réflexion qui est très différente de la moyenne des commerces. Et donc du coup, je pense qu'en interne, ce qui a été très important, ça a été de bien communiquer sur qu'est-ce qu'on faisait, pourquoi on le faisait, et garder cette ligne de communication à un rythme assez serré. Je dirais, si tu prends l'exemple d'une maille d'un pull, ce serait des mailles avec serré qui laissent pas trop passer ni d'air ni de lumière, parce que vraiment l'idée c'est de s'assurer que l'enjeu c'est continuer à nourrir notre communauté, nos revendeurs et nos clients sans discontinuité, sans remettre en cause la production. Et je pense que de ce point de vue-là, on a été aidé par une organisation quotidienne ou anté-Covid, mais aussi l'écoute de compagnons et de collaborateurs dont certaines de nos valeurs ou certaines de notre fonctionnement sont centrées autour de l'écoute de nos 5 sens au service d'une qualité de produit, au service de nos clients. On est vraiment dans le quotidien de nos clients en boutique, donc parce que ça colore vachement le rapport que l'on a avec les gens qui passent le pas de nos adresses parisiennes ou londoniennes. On connaît beaucoup de tranches de vie et c'est ce qui fait que cette intimité-là nous permet de nous adapter, d'être à la fois pratique, mais d'avoir le recul et une organisation de travail qui nous permet d'alimenter ensemble la mission du moment, continuer de fabriquer du pain, des biscuits, des pâtisseries boulangères, le faire dans des conditions sanitaires qui soient confortables pour les compagnons et collaborateurs en interne et qui rassurent nos clients qui passent le pas de la boutique.
Tu parlais, pour terminer sur ce sujet de la communication, c'est un sujet que je trouve très intéressant et pas facile. Et tu disais donc, j'aimais bien cette image des mailles très fines parce que vous aviez une communication qui était très serrée. Concrètement, Apollonia, en fait, ça passait par quoi? Comment tu gères cette collaboration? Parce que tu as quand même un certain nombre de collaborateurs. C'est par des mails, c'est beaucoup de passages aussi de ta part dans les différents services. Ça se fait en fait en cascade. Comment ça s'organise? Alors d'abord, c'est une habitude en temps usuel que j'ai, mais effectivement, pendant le confinement, mon équipe de direction est globalement confinée chez elle. Ma responsable de production va à la manufacture et on s'est organisé pour qu'on ne se croise pas toutes les deux pour éviter, si l'une était contaminée, que l'autre soit absente. D'entraîner l'absence de l'autre. Mais l'idée, c'était effectivement, on était beaucoup plus présente sur le terrain qu'on l'est en temps normal. Les mails, les communications orales, un coup de téléphone le matin et puis aussi plein de toutes petites choses. J'ai enfilé mes gants et je suis devenue sandwicheuse pour mes équipes parce que on a réduit nos horaires dans la boutique pour n'avoir qu'une équipe et puis pouvoir faire un roulement d'équipe pour avoir un plan B si un jour on avait un problème avec une équipe. Et du coup, pour m'assurer que mes équipes puissent pas repartir le ventre vide par rapport à leurs horaires habituels, on a fait des sandwichs tous les jours et c'est quelque chose où le petit coup de fil quotidien aux équipes, savoir si elles voulaient un sandwich ou pas et ce que je pouvais proposer ce jour-là, ce sont ces tout petits liens qui ont alimenté et rendu un tout petit peu plus doux une période qui était quand même très étrange. Bien sûr, et puis je pense qu'on néglige souvent, moi je me rends compte, les petites choses comme ça, le petit coup de fil, qui en fait montre qu'on a de la considération, tout Bien simplement sûr. pour ces personnes avec lesquelles on travaille. Et tu vois, c'est pour ça que chez nous, on parle de compagnons et de collaborateurs. Ce sont des personnes avec lesquelles on a en commun le pain, avec un métier. Un collaborateur est une personne avec laquelle on travaille ensemble à la construction des projets et en définitive d'un édifice. Apollonia, pour terminer, j'ai un crible du gratin où je pose des questions alors un peu standards, mais que j'aime beaucoup. Et donc, je veux bien que tu te prêtes au jeu, si tu acceptes. Je me prête au jeu. La première question que j'ai, c'est pas la plus simple, mais est-ce qu'il y a une erreur, un échec, un moment de doute particulier que tu aurais vécu dans ta vie, que ce soit d'ailleurs au niveau pro ou au niveau perso? Et surtout, qu'est-ce que tu en as tiré comme enseignement pour pouvoir le partager? Je peux en donner deux. Avec grand plaisir. Les deux qui me viennent en tête immédiatement. Moi, pendant ce temps-là, je mange un petit biscuit. T'as bien raison. Celui-là, c'est farine de sarrasin. J'ai créé cette ligne de biscuits pour vraiment donner le goût des différentes graines de céréales pour que les gens comprennent c'est quoi le parfum du sarrasin, du maïs, du seigle, de l'avoine, de l'orge. Bon, bref. Échec, chose que j'ai mal vécue, erreur. Bien sûr, alors ça, pour le coup, je suis sûre que j'en ai beaucoup plus mais les deux que je vais te citer. Le premier qui me vient en tête, c'est il y a 1 an et demi, j'ai fait l'étape du Tour de France et j'ai pas terminé. En vélo. On peut dire que tu es une grande cycliste. Oui. Alors, je fais un peu de vélo de route depuis quelques années. On peut comprendre understatement, comme ils disent, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup de vélo. Bon, alors en fait, pas tant que ça, mais peut-être plus que pour la moyenne des gens, mais pas suffisamment. Et alors, clairement, sous-entraînée, n'ayant pas suffisamment dormi, à 117 km, il m'en restait encore à peu près 17 autres à faire. Et là, en fait, je me suis dit, bon, alors il y a 2 options là. Il fait méga chaud. La dernière ascension va être pourrie. Ça va me prendre beaucoup de temps. Et je suis à 2 semaines de mes vacances d'été. Donc, on va s'arrêter là. Parce que globalement, j'ai encore 2 semaines pendant lesquelles je veux terminer mon année de travail bien, pas sur les rotules physiquement ou pas me faire mal, parce que c'est souvent dans ces moments-là où tu te blesses, etc. Et en fait, mon compagnon avec lequel j'ai fait cette étape, je l'ai entraîné dans on va s'arrêter là. C'était un dialogue, c'est une discussion qu'on a eue sur le moment tous les deux, où on s'est dit on s'arrête là, on peut continuer, mais on prend la décision de s'arrêter. Et ça, c'était pas franchement très agréable parce que tu vois, d'abord c'était le constat d'un échec, même si c'était la bonne décision.
ce que j'en ai appris, c'est d'abord, évidemment, ça blesse un peu ton ego. Tu te dis, mince, c'est quand même pas cool et tout ça. J'étais pas fière, franchement. Parce que c'est des choix que j'avais fait auparavant et qui ont entraîné cet état de fait, et certainement une bonne décision, mais avant ça, j'avais eu l'occasion de pas le faire. Donc, voilà, c'est dommage. Je me remets complètement, mais surtout là, le choix, et que je regrette absolument pas, c'était de privilégier le long terme, c'est-à-dire la quinzaine de jours que je voulais passer de façon sereine à finir les projets que j'avais entamés avant mes congés d'été, et puis la perspective cet automne-là de faire un challenge un tout petit peu plus long et de me dire si je veux m'entraîner pour ça, il faut pas que je me blesse avant. Donc ça, c'était un premier exemple. L'autre qui me vient en tête, c'est le choix d'ouvrir une boulangerie en Belgique. Et là, un super bon démarrage. À Bruxelles ? À Anvers. D'accord. Par connaissance, et d'être la boulangerie d'un nouveau quartier qui se crée dans une ancienne friche industrielle, une malterie, donc l'univers des céréales, de la fermentation, totalement poilane. Et après un super départ, le relais, la mayonnaise qui ne prend pas. Et là, le choix de se dire, en fait, je ne suis pas une entreprise suffisamment grande pour me permettre de nourrir la machine en attendant de m'étoffer, de grandir, pour le coup de grossir, mais d'être plus fort. Et ça, c'est dommage et je le regrette. Mais pour autant, je pense que là aussi, c'était une décision sage à ce moment-là de se dire, on arrête maintenant, même s'il m'en coûte et même si j'aurais adoré pouvoir continuer. Combien de temps t'as attendu c'est-à-dire que combien de temps l'expérience a duré ? Combien de temps est-ce que tu as attendu avant de prendre la décision fatidique de fermer ? Il s'est passé 18 mois. D'accord. Oui, donc c'est douloureux quand même, parce que tu as eu le temps de... Donc voilà, mais là c'est vraiment, on a ouvert et on a fermé 18 mois après. Et c'est un choix et je le regrette pas. Mais c'est vrai que ce qui aurait été génial, c'est d'avoir pu avoir les moyens de poursuivre, de rediriger les efforts pour en prenant en compte les erreurs que l'on avait fait et menant à cette décision. Une autre question que j'aime bien poser, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui, si elle était à refaire, tu referais différemment ? Donc pas la fermeture de cette boutique. Si, en fait, tu sais, c'est un très bon exemple parce que alors avec tout ce que je comprends et ce que j'ai pu réfléchir dessus depuis, il y a des actions et des décisions que j'aurais pu prendre et qui auraient, à mon avis, aidé peut-être à faire de ce projet une réussite et un succès. Bien sûr. Est-ce qu'il y a quelque chose en quoi tu crois fondamentalement et qui est controversé ? Ce que je veux dire par là, c'est pas tellement pour te titiller, mais je trouve intéressant de se dire qu'on a tous des croyances et de temps en temps, on sort un peu des sentiers battus et on va dire que l'opinion publique commune ne pense pas la même chose, à tort ou à raison, sans vouloir être polémique, tu vois. Mais je trouve que c'est intéressant. C'est pas facile comme question, donc je te laisse y réfléchir. Alors je pense que c'est plus controversé parce que pour le coup, j'y crois vraiment fondamentalement. C'est bien sûr lié à mon métier, mais là c'est juste parce que si tu veux que j'y réfléchisse pendant 3 heures, je pourrais certainement, mais c'est pas l'objet. Que le pain est une nourriture physique, mais doit être aussi une nourriture intellectuelle. Je ne crois pas que l'on peut se permettre de faire du mauvais pain parce que on a une responsabilité quand on fait du pain à nourrir les gens physiquement, et parce qu'on les nourrit physiquement de quelque chose de bon, on leur donne l'opportunité de faire autre chose. Je vois ce que tu veux dire. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que je crois, et je pense que le pain doit être non seulement une nourriture physique, mais doit être aussi food for thought, comme on dirait en anglais. Merci beaucoup.
Une maxime ou des mots de sagesse ou tout simplement quelque chose que tu aimerais partager avec notre audience? Grandir plutôt que grossir, ou une autre façon de dire qualité plutôt que quantité, intention plutôt qu'extension, c'est vraiment des mots que un ami de mon papa a partagé avec moi et qui continue de me nourrir. Après le décès de mes parents, j'ai eu la chance de pouvoir m'entourer d'amis de mes parents et de conseils qui ont vraiment été nourriciers, qui m'ont partagé leur expérience, leur vécu et avec lequel j'ai pu avoir un dialogue. Et ces mots résonnent encore en moi. Et enfin, une question aussi que j'aime beaucoup, c'est est-ce qu'il y a un livre, alors je vois qu'il y en a beaucoup, mais est-ce qu'il y a un ou quelques livres que tu estimes vraiment être fondamentaux dans ta vie, qui t'ont marqué particulièrement, et puis pourquoi? Et puis ensuite, justement, ça me fera une belle transition pour parler du tien. Oui. Est-ce que ça peut être un livre du moment? Bien sûr. J'ai je sais pas si on dit un confrère d'Harvard qui vient d'écrire un livre qui s'appelle The Uncertainty Mindset. D'accord, je le connais pas. C'est Vaughan Tan qui l'a écrit. Pour le moment, il est publié qu'en anglais. Et lorsque j'ai rencontré Vaughan, une partie de son argument, c'est de dire plus important que de définir une règle, c'est de définir une capacité à s'adapter. Et donc l'idée que on doit engranger l'idée que le monde autour de nous change. Alors c'était écrit bien avant le Covid, donc forcément avec le Covid ça prend une ampleur encore plus. Ça fait encore plus sens et ça prend une autre dimension. Mais je trouve que de notre discussion, je trouvais avec l'auteur, avec ce confrère d'université, j'ai trouvé qu'il y avait un vrai parallèle entre sa thèse et notre métier, où on connaît les grandes lignes, mais par contre, on ne sait pas au quotidien ce qui nous attend. Ouais. Et donc, c'est nous adapter et d'accueillir cette incertitude et l'imprévu, et de savoir s'adapter. Et c'est pour ça que notre apprentissage dure 9 mois, c'est parce que sur 9 mois, tu vois plein de saisons, tu as le temps de faire des erreurs, tu as le temps de comprendre, et puis l'apprentissage se fait avec un maître d'apprentissage qui te transmet des gestes et qui te donne l'opportunité vraiment d'observer, d'engranger, d'acquérir et de maîtriser pour ensuite, si tu en as le talent et l'envie, transmettre à ton tour un jour. Mais écoute, je regarderai ça. Donc, The Uncertainty Mindset de Vaughan Tan. Merci beaucoup pour la référence. Et du coup, Polonia, pour terminer, je voulais évidemment parler de ton livre, donc qui, quand on publiera cet épisode, sera tout juste sorti ou sortira dans très peu de temps. Quelle est la raison de ce livre, puisque tu en as déjà écrit beaucoup, mais celui-ci, qu'est-ce qui t'a donné cette envie, et est-ce que tu peux nous donner, en quelques détails, le contenu du livre? Absolument. Le livre s'appellera Poilâne, des grains au pain. Et le livre est né d'une expérience, un été. On est en août 2013 et je conserve une de mes miches de pain plus d'une dizaine de jours, alors que, en général, je conseille à mes clients de le garder 5-6 jours. Alors j'avais plein d'autres pains autour, c'est pour ça que je n'ai pas mangé ma miche de pain tout de suite. Je me suis dit, mais en fait, c'est incroyable, mon pain a plus de 10 jours, plus du double du temps que je conseille habituellement. Ouais. Et il est encore bon. Et il est encore suffisamment frais et agréable que j'ai envie de le manger. Alors, je ne l'ai pas mangé le dernier jour de la même façon que le premier jour, mais de la croûte jusqu'à la dernière miette, j'ai savouré ce pain en me disant, punaise, non seulement il tient la route, mais en plus, à l'époque, une dizaine d'années après avoir pris la suite de mes parents, ça m'étonne et ça m'épate encore. Et donc, je me suis dit que si moi, je trouvais ça encore chouette, il fallait que je le partage. Donc le point de départ, il est là. C'est un constat, une expérience. Et à partir de là, l'envie de partager le quotidien de la boulangerie, de raconter ce qui se passe derrière le comptoir. Quand vous rentrez dans la boulangerie et que vous demandez votre quart de miche, que vous demandez votre tarte aux pommes, le sachet de punition, qu'est-ce qui se passe au fournil? Quel dialogue se crée entre la boutique et la fabrication? Raconter, maintenant 18 ans à la tête de Poilâne, mais raconter comment mon grand-père a commencé en 1932, comment mon père a pris sa suite et a construit une entreprise, et comment est-ce que je conçois mon métier, ce carrefour entre farine de céréales et fermentation. C'est pour ça que je l'ai divisé en 3 chapitres, mais le dernier qui représente la nuit, et que je consacre aux explorations,
où je veux essayer d'ouvrir le regard de mes lecteurs à leur considération du pain, de se dire un morceau de pain de blé, un morceau de pain de seigle, un bol de riz, une patate sur une assiette sont autant de pains, avec un S, qui nourrissent, qui viennent accompagner un repas. Mais c'est l'objet du 2e chapitre, là où je raconte les heures de la journée. Comment est-ce qu'on peut utiliser le pain au quotidien, pas seulement en tartine, le sandwich est une évidence, mais comment est-ce que l'on peut aussi avoir le pain comme un ingrédient et comment est-ce qu'il peut devenir un substitut ou une façon, du jour où il est plus frais au jour où il est le plus sec, de ne pas perdre une miette de ce que tu as. Parce que, en fait, ta miche de pain, elle représente le travail et toute une chaîne de valeur, du champ jusqu'au fournil, et qu'en fait, quand tu l'as en tête, c'est un petit peu difficile de gâcher un morceau de pain. Et puis, le tout premier chapitre, lui, il est consacré à la matinée, à ce qui se passe au fournil, au rythme du fournil, à l'histoire de la maison. Et je veux initier mes lecteurs et ceux qui ont envie de se mettre derrière les fourneaux à faire un pain dans la façon dont le fait Poilâne, c'est-à-dire un pain au levain. Donc tu as une recette qui reprend le principe de la façon dont on travaille à la boulangerie. Mon livre a pour visée d'initier à l'expérience. Je suis pas dans une perfection ou dans une précision comme je le suis au fournil à la boulangerie, mais sur une adaptation de notre recette pour la maison, pour que tu puisses le temps d'un week-end, en commençant le vendredi soir, avoir le dimanche soir une belle miche de pain qui sort de ton four, qui est adaptée à cette circonstance-là et qui fait que tu auras du pain pour la semaine. Écoute, tout ça donne très faim. Apollonia, est-ce que tu sais déjà où est-ce qu'on va pouvoir le trouver ? Oui, alors, les réseaux de distribution habituels. D'accord. Et on va aussi, il est en vente et il sera en vente également sur notre site internet. Parfait. Et puis autour de la sortie du livre, si la situation sanitaire le permet, on fera une signature début décembre chez Galignani. On va faire aussi un petit workshop et une petite démonstration à la trésorerie près de République. D'accord. Avec différents objets du quotidien qui peuvent te servir en cuisine. Moi, je suis partie du principe en écrivant ce livre que j'avais la chance d'avoir accès à plein de super matériel, mais qu'il fallait qu'un étudiant qui n'ait pas le sou puisse faire une miche de pain d'une qualité correcte. Mais écoute, merci beaucoup pour le partage. En tout cas, je mettrai les liens dans l'épisode du podcast. Et puis pour terminer, Apollonia, ma dernière question, c'est tout simplement où est-ce qu'on peut te trouver dans le monde du web ? Où est-ce qu'on peut trouver Poilâne sur le site internet, en venant dans les boutiques ? Est-ce que tu peux nous raconter tout ça ? Oui, alors on est présent sur la plupart des réseaux sociaux. Lorsque Facebook a été créé, j'étais sur le campus de l'université, donc je pense qu'on a été probablement une des premières entreprises françaises à avoir un compte Facebook. Ma sœur a commencé le compte Instagram de Poilâne et je suis également présente sur LinkedIn. D'accord, donc à titre perso, plutôt toi sur LinkedIn, et puis Poilâne, Instagram, Facebook, et puis le site, bien sûr. Absolument, et puis à la boulangerie, accessoirement. Accessoirement, et surtout à la boulangerie rue du Cherche-Midi à Paris. Merci beaucoup, Apollonia. Merci d'avoir partagé ce moment. À bientôt.